Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on aborde un thème qui vous concerne directement. Aujourd'hui, dans notre dossier, on va vous parler de l'état des routes en Ile-de-France. Un alarmant rapport de la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur l'état du réseau routier dans notre région. 64 pages pour faire le point sur la situation de nos 621 km de routes très mal en point. Elles sont en effet les plus dégradées de France. Pourtant, il y a 4 millions d'usagers qui les empruntent tous les jours. Des routes nationales qui sont pour certaines les plus fréquentées du territoire. Alors, qui est responsable de leur entretien? Quels sont les risques encourus par les automobilistes quand ils les fréquentent? Comment s'assurer de la qualité du réseau routier de notre région? Eh bien, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Et on le fait bien sûr dans une minute avec nos invités en plateau. Dans l'entretien culture aujourd'hui, une très belle exposition au musée Guimet, l'art du divin au travers des bronzes royaux du très célèbre temple d'Angkor. Et puis le Figaro Histoire nous raconte la mort d'Henri II et le destin tragique de son meurtrier. Ce sera tout à l'heure avec Geoffroy Caillet. Chaque jour en Ile-de-France, 4 millions d'usagers sillonnent les routes de notre région. Parisiens, bien sûr, franciliens évidemment, mais aussi automobilistes d'autres régions. Nos 621 km de routes nationales sont parmi les plus fréquentées du pays et elles sont aussi parmi les plus mal en point. Un rapport de la Cour des comptes alerte sur leur état. L'heure pour nous donc de faire le point sur ce sujet en plateau avec nos invités autour de la table. Yves Cara, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Mobilité Club France et vous êtes accompagné de Maître Rémi Jossaume, avocat en droit routier. Merci beaucoup à tous les deux d'être présents. Un mot, messieurs, peut-être sur la compétence pour qu'on comprenne déjà qui est responsable de quoi, qui est responsable de la sécurité routière, de l'entretien de ce réseau routier et donc derrière de la dégradation de ce réseau. Globalement, c'est évidemment les pouvoirs publics, c'est l'administration centrale qui impulse sur les politiques de gestion, de travaux, de rénovation, et notamment dans le cadre des dotations budgétaires qui sont allouées aux collectivités territoriales. Après, si on rentre dans le détail, eh bien, on va diviser la responsabilité et donc les obligations d'entretien auprès des départements, des régions, des communes, selon la nature de la voie qui est concernée. Donc si c'est une voie communale, c'est le maire qui engage sa responsabilité. Si c'est une voie départementale, c'est le département. Si c'est une voie nationale, c'est l'État. C'est l'État. Et la région n'a pas de compétence sur... La région n'a pas de compétence particulière, sauf quand ce sont des autoroutes nationalisées. Sinon, et pour terminer, ce sont les routes, les autoroutes concédées. Et donc là, c'est de la responsabilité du secteur privé. C'est le seul cas. Pardon, mais c'est pas évident tout ça déjà pour commencer. Alors c'est très compliqué. Cette question de la compétence est importante puisqu'on se demande qui est responsable et finalement c'est un enchevêtrement de responsabilité. Exactement. Quand on a un accident, la première chose à faire, c'est d'identifier le gestionnaire de la voirie, parce qu'effectivement, on a parfois un mélange de compétences, des routes départementales ou nationales qui vont traverser des communes, et c'est la première difficulté à laquelle est confrontée la victime, que ce soit un nid de poule, que ce soit une signalisation défaillante, etc., etc. Moi, j'avais lu que c'était la DIRIF qui était responsable en tant que service déconcentré de l'État. Alors, de l'entretien, oui, c'est eux qui font les travaux. Voilà, c'est eux qui analysent, qui font les travaux, mais le financement, in fine, c'est... Mais la DIRIF est censée faire remonter, j'imagine, une sorte d'état des lieux permanent du réseau routier ? Oui. D'accord, donc c'est qu'on a finalement mal évalué l'état de nos routes ? Oui, puis on a un millefeuille administratif. On le retrouve partout et on s'en plaint tout le temps de ce millefeuille administratif. Et pas que sur le sujet du réseau routier. Exactement, et donc c'est tout à fait naturellement qu'on le retrouve en matière de gestion de la voirie, avec toute cette problématique de compétences, d'intervention décentralisée. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être simplifier tout ça. Ça fait partie d'ailleurs des recommandations de la Cour des comptes. La Cour des comptes, tout à fait. Quel est le problème aujourd'hui sur le réseau routier francilien ? Le problème général, je dirais que c'est la trajectoire qui n'est pas bonne. Il y a 15 ans, on en parlait... on en parle souvent avec Rémi, on était vraiment les champions du monde de l'entretien des réseaux routiers. Vous savez, on a 20% de toutes les routes et autoroutes en Europe. 20%, c'est en France. On a plus d'1 200 000 kilomètres de routes et autoroutes et autres. Donc, et depuis 15 ans, la trajectoire est très mauvaise. Donc c'est une question de manque d'investissement ? C'est une question d'argent. Si on avait de l'argent pour tout, on l'entretiendrait, voilà. Mais ce patrimoine, parce qu'il faut le voir comme un patrimoine. C'est un patrimoine. Notre patrimoine routier. Oui, chaque ferme est reliée au réseau, que ce soit par un chemin communal ou autre. C'est vraiment un patrimoine à entretenir et ça coûte cher. Et je lisais un reportage il y a 2 jours dans le Parisien sur les pavés
qui sont gardés, restaurés et redistribués dans la collectivité. Il disait c'est un patrimoine à entretenir. C'est un peu ça. Une route, un enrobé, un tunnel, un pont, c'est un patrimoine, il faut l'entretenir et ça coûte cher. Pour l'entretenir, il faut comprendre l'état de la situation, il faut faire des audits réguliers sur l'état de nos routes. Est-ce que ces audits sont menés dans de bonnes conditions? Est-ce qu'ils sont menés correctement d'abord? On en discutait avec Yves tout à l'heure. Vous savez que les pouvoirs publics ne sont pas capables, la plupart du temps, de chiffrer donc d'abord les réparations, parce qu'il faut donc effectivement tout checker, j'allais dire, mais ils ne sont même pas capables de dater la création des infrastructures. Comment c'est possible? Parce que tout simplement, vous avez un laisser-aller total en la matière, et parce que la priorité n'a pas été portée et orientée sur ce problème-là. Quand vous lisez le rapport, moi j'en suis tombé de la chaise, vous avez 20% de la signalisation qui est masquée par la végétation. Mais qui fait quoi? En fait, la question c'est qui fait quoi? Voilà. Alors, l'idée, c'est pas comment ne s'en est-on surtout pas rendu compte évidemment, pour corriger le problème? C'est très dangereux. C'est ce qu'on se dit. Les agents se tournent pas les pouces, donc c'est su tout ça. Mais vous savez, je vais vous donner un exemple précis. Moi, j'ai des copains qui sont maires et je leur ai, par exemple, signalé un marquage au sol qui était effacé. D'accord. Et je lui dis, voilà, tu as un stop, tu as un marquage au sol qui est effacé, mais il faut appeler tout de suite le département pour qu'il intervienne. Et il m'a dit, ils le savent, mais ils vont intervenir avec le reste à faire. C'est-à-dire qu'ils viendront, ils vont grouper les projets, sauf que ça a mis un an à être repeint depuis. Et ça va avec son lot de risques, évidemment, pour les automobilistes. On en parlera tout à l'heure parce que ça concerne évidemment directement ceux qui nous écoutent. Oui. J'aimerais d'abord qu'on dresse une sorte d'état des lieux de ce qui ne va pas aujourd'hui, qu'est-ce qui coince effectivement, qu'est-ce que vous avez pu constater, qu'est-ce qu'on a pu vous faire parvenir comme information sur l'état des routes, est-ce qui pose effectivement problème aujourd'hui? Vous savez, un mauvais état des routes, il y a eu une étude et des tests qui avaient été faits il y a quelques années en Espagne sur une voiture qui roulait sur une route parfaite, comme cette table, sur une route moyennement dégradée, sur une route très dégradée. Au niveau de la consommation, il y a presque 10% en plus sur une route très dégradée par rapport à celle qui est parfaite. Parce que comme les roues sautent, le moteur reprend et ça consomme en plus. Donc déjà, c'est pas bon pour la consommation. Question de consommation et donc pour le porte-monnaie de ceux qui nous écoutent. Question évidente pour la sécurité, surtout pour les deux roues. Quand vous preniez, ils ont commencé à refaire le revêtement, enfin l'enrobé, mais quand vous preniez l'A6 et que vous allez en direction de Lyon, en moto, j'ai failli tomber 2-3 fois avec des nids de poules qui étaient énormes, mais vraiment tomber, c'est-à-dire que vous vous déplacez sur 3-4 mètres, c'est très dangereux, alors, il y a dû avoir des accidents. Sur ce sujet, si vous voulez bien et si vous me permettez de vous couper, j'aimerais qu'on écoute Éric Delachesnay, journaliste au Figaro, qui a lui-même été victime d'un nid de poule et qui en parlait le 5 avril 2024 sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On l'écoute. Est-ce que vous les avez comptés, ces trous dans la chaussée? Non, personne ne les a comptés. J'aurais bien voulu avoir un décompte, mais malheureusement, que ce soit la Fédération des motards en colère, que ce soit la ville de Paris, que ce soit le maire du 17e qui est assez en pointe là-dessus, personne n'a un véritable décompte, ou personne ne fait un observatoire des nids de poules, et pourtant ils sont, comme vous l'avez dit, ils sont bel et bien là, et ils sont très très dangereux pour tous les usagers de la route. C'est ce que vous nous disiez, ils sont très dangereux, très difficiles à... On parlait tout à l'heure d'audit, de situation, de comprendre finalement l'état des lieux de nos routes, difficile à quantifier. Oui, alors sur les applications, on peut noter maintenant nid de poule, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est dommage, c'est qu'un trou, il ne suffit pas juste de le reboucher, de se dire c'est bon, on l'a rebouché, ça va. Ça ne tient pas. C'est un emplâtre qui tient. Il faut refaire tout l'enrobé sur plusieurs kilomètres. Donc à chaque fois, c'est quand même des travaux conséquents. C'est des travaux conséquents. Puis c'est pas juste une couche de goudron. Moi, je suis allé à 2-3 réunions d'ingénieurs des ponts et chaussées. C'est compliqué. Non, mais c'est passionnant. Il y a plusieurs couches parce qu'il faut que ce soit étanche. Faut que ça résiste à l'eau. Il ne faut pas que ça explose quand ça gèle. Les Romains déjà le faisaient sur les voies romaines de façon exceptionnelle. On n'a quasiment rien inventé, juste repris. Mais c'est très compliqué. Et malheureusement, on ne peut pas juste le reboucher. Et ce qui est consternant, juste une observation en complément, c'est que les collectivités ont trouvé une forme de parade temporaire, c'est-à-dire qu'elles vont répercuter la responsabilité non pas sur leur mauvaise gestion, mais sur l'utilisateur, l'usager. Et notamment, vous voyez fleurir au bord des routes des panneaux, trous en formation, attention chaussée déformée. Et qu'est-ce que ça dit ça permet à la mairie, alors d'abord ça l'informe évidemment, mais vous avez une information qui reste quand même limitée. Et donc derrière, l'automobiliste est responsable si jamais il se met en situation d'accident. Exactement, la collectivité va dans ses arguments en défense en cas d'accident indiquer qu'elle a mis un certain nombre de panneaux, qu'elle a fait des diligences, même si elle a une forme de responsabilité, mais au moins elle va pouvoir basculer la responsabilité sur l'utilisateur. Et on le voit ça depuis quelques années, ça se généralise avec des panneaux qui sont presque, vous savez, c'est les panneaux jaunes. Et moi, ce sont des panneaux temporaires qui en réalité deviennent quasiment
de plus en plus semi-permanent, tout à fait. Exactement. C'est vrai que c'est ahurissant. Trop en formation, c'est quand même énorme, non? C'est extraordinaire. Ça dit quelque chose finalement de notre incapacité à répondre à ces problématiques d'entretien rapidement. Mais encore une fois, c'est qu'une question d'argent et de moyens. Hein. Si on avait suffisamment d'hommes... Donc on paye des années de sous-investissement. Oui, c'est un peu... Si on prend une analogie, si vous avez une petite carie sérien, ça se soigne et c'est pas cher. Si vous laissez faire, il faut arracher la dent et là, c'est plus la même. Et vous voyez, c'est surprenant parce qu'on nous a toujours expliqué que la politique du radar automatique était une politique qui était saine puisqu'elle permettait notamment de financer les infrastructures routières. Et parallèlement, on explose les compteurs en matière de recettes, on va dire fiscales en matière de radar automatique. C'est-à-dire qu'on est à maintenant près de 2 milliards par an de recettes et on a un réseau routier qui est complètement à l'abandon. Et donc, où vont ces 2 milliards de recettes? Voilà, je n'ai pas la réponse. Mais la question est juste. Donc, en tout cas, il y a des recettes qui rentrent, malgré ce contexte, on le rappelle quand même, de restrictions budgétaires. Bien sûr. Tout le monde est logé à la même enseigne et on coupe dans les budgets de l'État. Et l'État a aussi trouvé une forme de parade en disant aux collectivités, c'est à vous de gérer ça maintenant. C'est vous qui gérez ça. Donc, chacun se renvoie la balle. Sans leur donner les budgets, d'ailleurs. Sans donner les budgets. Leur donner la responsabilité sans les budgets, oui, tout à fait. Mais le conseil qu'on peut donner, ça, alors... c'est d'une évidence. Quand vous voyez par exemple un panneau ou que vous avez un accident à cause d'un panneau, prenez des photos ou des vidéos. De la zone. Oui, de la zone. Alors, s'il n'y a pas eu d'accident, peut-être pour prévenir la mairie, c'est bien d'être proactif quand même. Bien sûr. Et si vous avez eu un accident ou si vous êtes arrêté parce que vous avez passé un feu rouge mais qu'il était caché par des feuillages, prenez des photos et puis voilà, après on peut toujours discuter, surtout si vous êtes membre de Mobilité Club France. On a un bon service juridique et il y a Rémi Jossom qui fait ça très bien aussi. C'est une manière en effet de se prémunir des risques qui découlent de cette mauvaise gestion. On nous parle d'infrastructures vieillissantes, de gestion fragmentée, d'ouvrages qui sont mal conçus et donc derrière qui sont très difficiles à entretenir. Alors, pardon, mal conçus pas forcément, mais entretenu, il faut l'entretenir. Et qui sont très vieillissants. Et qui sont très vieillissants. Il y a des ponts aux alentours de Paris qui datent des années 50, 60 et qui effectivement, on l'a vu il n'y a pas très longtemps sur l'autoroute A13 quand ça a été fermé pendant des mois. Avril 2024, des fissures très très inquiétantes et impressionnantes. Quand même et le pont d'Argenteuil aussi avait été fermé pendant très longtemps, il y avait des pans qui tombaient. Donc, vous savez, il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de définitif. Il peut nous arriver un problème comme il y a eu en Italie. Ça peut arriver. Un pays on n'est pas à l'abri. Et il ne faudra pas se réveiller en disant « Ah, on ne savait pas, c'est pas vrai ». Alors justement, je pense qu'on peut parler de la structure de ce réseau aussi qui est tout à fait particulière puisque déjà, ce réseau est très dense. On a parlé de 621 km de route nationale tout à l'heure. Très fréquenté, 4 millions d'usagers tous les jours. C'est énorme. Très riche en échangeurs, en tunnels de plus de 300 mètres. Il y a quand même 312 échangeurs, 1117 ponts, 53 aires de service. Il y a donc cette densité impressionnante qui nous fait comprendre aussi peut-être que c'est plus difficile à entretenir. Non, mais ça, c'est certain. C'est certain. Et on parlait de bloquer les routes pour les réparer. Le problème, c'est que c'est compliqué à Paris de bloquer une voie de circulation. Je ne vous le fais pas dire, déjà que c'est très engorgé au quotidien. Et le rapport de la Cour des comptes met en avant une contradiction, c'est le réseau francilien qui est le moins accidentogène. C'est-à-dire qu'on a le moins grand nombre d'accidents sur ce réseau-là. Mais pourquoi? Parce qu'on ne roule pas. Enfin, quand on ne roule pas, on ne roule pas vite. Donc, on est quasiment à l'arrêt. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de lien entre la dégradation du réseau et le nombre d'accidents, c'est plutôt que, comme il y a une fréquentation très importante et donc on ne roule pas très vite, il y a moins d'accidents. C'est pour ça que ça tient. Parce que si vous aviez ce même réseau sur un espace... Vous pensez qu'on aurait beaucoup plus d'accidents? Bien évidemment, notamment les deux roues, les voitures. Moi, je vois l'explosion de ce contentieux depuis quelques années quand même. Contentieux que je n'avais pas au cabinet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des contentieux contre les collectivités. Alors ça va... Très simplement. Est-ce que c'est des contentieux qui se passent bien, qui se déroulent bien ça se passe jamais bien. C'est-à-dire que les collectivités ne sont jamais responsables de rien. Jamais. Mais quand on va devant... Alors devant les tribunaux, oui, mais encore faut-il, et Yves a raison de le dire, il faut le répéter aux téléspectateurs, il faut figer la scène de l'accident. Donc par des vidéos, par des photos, par des témoignages, éventuellement par des huissiers. Dès le lendemain, on fait venir un huissier de justice. La dashcam, la fameuse caméra embarquée, j'en ai une dans ma poche. Parce que oui, en moto, moi je suis toujours équipé de cette caméra-là, enfin depuis quelques mois maintenant, parce que j'ai vu... Elle vous permet d'être proactif en cas d'accident. Voilà, parce qu'elle permet de démontrer la réalité de la scène de l'accident, ce que je ne pourrais peut-être pas faire si j'avais pas cette caméra. Dans un autre cas, pardon, mais c'est un peu triste, ça veut dire que demain, il faut tous qu'on s'équipe d'une caméra pour pouvoir demain montrer qu'on n'est pas responsable d'un accident ou qu'on a fait ce qu'on a pu, mais qu'on est victime d'une détérioration, par exemple, d'une voie? Oui.
Oui, un délit de fuite, il y en a de plus en plus. Exactement. Des gens sans assurance qui s'enfuient parce que justement ils n'ont pas d'assurance. Oui, c'est un vrai conseil, la dashcam. Ça coûte pas très cher. C'est un produit qui coûte cher, justement. Non, ça coûte entre 50 et 100 euros, 150 pour les plus performantes. Voilà. Et vous l'accrochez à votre... On l'oublie en plus. Vous l'accrochez à votre rétroviseur, oui, vous le mettez sur votre moto, et c'est déplaçable, c'est vraiment bien. C'est vraiment un bon conseil. Bon, ça c'est un conseil pour ceux qui nous écoutent, très important évidemment. Avant de parler de la question financière du budget qui est effectivement alloué, j'aimerais qu'on parle des risques pour les automobilistes. Justement, vous avez parlé de cette question de la responsabilité en cas d'accident. Il y a aussi l'information des usagers qui pose question. Vous avez parlé de cette signalisation qui peut être parfois partiellement endommagée, les applications évidemment. Comment est-ce qu'on peut améliorer la situation pour limiter les facteurs de risque alors qu'on sait très bien le réseau routier ne va pas s'améliorer demain, même si on prend conscience des choses et même si ce rapport de la Cour des comptes va loin? Alors s'il y avait certains politiques qui vous diraient tout le monde à 10 km/h et en vélo, mais il y a peut-être une autre solution, hein, non. À qui pensez-vous? À personne en particulier. Non, mais oui, on est dans une situation très particulière en Ile-de-France, hein, comme on le disait, un réseau très dense, 4 millions de personnes qui l'empruntent chaque jour, des motos, des voitures, des camions. Les camions, ça pèse aussi beaucoup dans l'entretien. Est-ce que vous savez que sur la voie de droite, sur l'autoroute, elle est conçue de façon beaucoup plus dure parce que les camions passent dessus pour pas qu'il y ait d'ornières. D'accord. Voilà. Vous voyez, tout est conçu autour de... et plutôt fait intelligemment. Des usages. Oui, des usages. On a des ingénieurs qui sont très très forts. On est dans un cas tellement particulier en Ile-de-France que bon, il faudrait de l'argent et des hommes, quoi. Pour répondre à ça, tout ça sous-entend une chose, à terme, c'est le péage urbain, dont il a souvent été question à Paris. C'est-à-dire le fait de faire payer les personnes qui rentrent sur une zone. C'est le cas à Londres? C'est le cas par exemple à Londres ou dans d'autres villes. Et il y a quelques années, on parlait même d'une éventuelle privatisation de certaines routes nationales. Donc en fait, la solution, je ne dis pas que c'est la bonne solution, hein, mais je dis la solution qui va arriver dans l'esprit... C'est de privatiser certaines routes. C'est de privatiser certaines routes, effectivement, parce que le privé travaille souvent mieux, a les moyens et gagne de l'argent. Vous pensez qu'on va dans cette direction? On n'aura pas le choix. Le partenariat, le PPP, partenariat public-privé, oui, c'est pas mal. Par contre, il faut le financer. Mais il faut une contrepartie. Et il faut le financer. Et c'est les usagers qui vont devoir être mis à contribution aussi? Sur les autoroutes, on a le péage. Le péage, d'ailleurs, que ce soit géré par des sociétés privées ou pas, il y avait des péages quand même. Hein, d'accord. C'était l'État. Maintenant, pour les péages urbains, ce serait une charge supplémentaire pour les automobilistes et autres. Mais il faut le financer, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ah non, je ne dis pas que c'est forcément une bonne idée. Je dis que c'est certainement l'idée qui va germer. Mais regardez aujourd'hui, qui se plaint globalement des autoroutes? On a les meilleures autoroutes d'Europe. Moi, je suis allé un peu partout, je suis même allé aux États-Unis. Le réseau routier français, autoroutier français, il est exceptionnel. Oui. Alors oui, il est cher. Oui, c'est vrai qu'il est cher, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais il est sûr, il est fiable, il est sain. Donc on doit s'inspirer du modèle de l'autoroute. C'est pour ça que je dis qu'à terme, peut-être que la solution la plus simple sera de dire, si on basculerait vers une forme de privatisation pour entretenir ce réseau qui aujourd'hui est complètement laissé à l'abandon. C'est consternant. Le rapport de la Cour des comptes, il est consternant. Hein. Et c'est pas le premier. Que ça a mis très en colère, c'est Pierre Chasseret sur RMC le 25 juin. Je vous propose qu'on l'écoute et je vous fais évidemment réagir, messieurs, en plateau. Je suis très en colère. Très en colère parce que la seule étude en France qui vient comptabiliser le nombre d'accidents qui seraient imputables à l'état routier date d'une étude parlementaire de, accrochez-vous, 1995. Le mauvais état de la route en 95, si c'était dangereux, c'est pareil aujourd'hui. L'étude de 1995 disait que dans plus d'un cas d'accident sur 2, mais la route fait partie des facteurs de l'accident. 1 sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande toujours des efforts aux automobilistes. Mais je trouve que quand ça vient de l'État, qui ne met pas et qui n'investit pas sur la route, moi, ça me gêne profondément de laisser les Français circuler sur une route qui est mal entretenue et où tout le monde le sait. Maintenant, c'est la Cour des comptes, donc on va peut-être se bouger du côté de Bercy. La question de la sécurité, on l'a abordée en plateau. Oui. La question du budget et du financement. Budget annuel d'exploitation et d'entretien, 170 millions d'euros. Modernisation du réseau, une enveloppe de 120 millions d'euros est prévue. Globalement, si on parle du budget nécessaire pour améliorer le réseau routier, vous pensez qu'on serait dans quelle moyenne, dans quel ordre d'idée ? Il faudrait doubler le budget qui est alloué aujourd'hui? Moi, je n'ai pas la compétence requise, mais en tout cas... Parce qu'on nous dit qu'on est en sous-investissement, qu'on manque d'argent pour financer. Mais oui, mais il n'y a plus d'argent dans les caisses, c'est pas nouveau, 3 000 milliards de dettes, il y a des arbitrages à faire.
Quand vous avez un arbitrage à faire, mais c'est comme dans votre ménage, vous dites bah tiens, on va peut-être pas partir en vacances, on va partir moins loin. Les routes, bon bah on va attendre l'année prochaine parce qu'elles fonctionnent, les gens passent dessus. Et c'est là où on se trompe. Vous parliez tout à l'heure de patrimoine. Mais parce que oui, et puis ça coûte beaucoup plus cher de refaire plutôt que d'entretenir régulièrement. C'est toujours pareil. Hein. On l'avait vu aussi avec le sujet de la peinture sur la Tour Eiffel. Oui. On avait vu que ça coûtait beaucoup plus cher de rattraper les dégâts qui avaient été causés par l'attente que finalement de mettre en place des travaux d'entretien réguliers. C'est de l'investissement et c'est du mauvais investissement reporté parce que ça coûte encore plus cher. Mais on laisse ça après aux autres et après on ferait peut-être pareil hein, si on a des arbitrages à faire, soit pour un lycée, soit pour une école. Vous avez raison de parler des ménages. C'est vrai qu'on fait des arbitrages. On fait des arbitrages et c'est peut-être pareil. Hein. Je tends la main à Yves et à toute autre personne intéressée. Vous savez que l'État a été condamné pour inaction en matière de pollution. Oui. Bah, peut-être que pour bouger un peu les lignes, il faudrait peut-être engager des recours pour inaction, parce qu'il y a une forme de mise en danger des utilisateurs. Type groupes, class action aux États-Unis. Oui, c'est ça, pour contraindre l'État à devoir allouer le budget requis et nécessaire. Mais le connaît-on ? Non, on peut l'estimer, disons. On ne le connaît pas, on sait déjà que c'est insuffisant. On sait qu'il est trop faible. On sait que c'est déjà insuffisant. Ça n'a pas de sens de se comparer avec d'autres régions ? Non, c'est tellement pareil unique au niveau de l'infrastructure, mais c'est vrai, on parle des routes de l'enrobé, on avait des nids de poules, mais les ouvrages d'art, c'est ce qu'il y a de plus important, les ponts et les tunnels. Peut-être plus que l'enrobé, parce que là, ça peut s'écrouler, là, c'est dangereux, et si c'est dangereux, on passe plus, on est obligé de faire un grand détour. Et vous ne pensez pas qu'un soin particulier est apporté à la vérification de l'état, justement, de ces ouvrages ? Il faudra peut-être commencer par là, d'avoir un vrai état des lieux qui avait été fait il y a quelques années, où justement il y avait un tiers sur les ponts et chaussées, très alarmant, sur les tunnels, même. Qui était très alarmant. Il y en a un tiers qui était susceptible d'être fermé ou d'être... Donc ça, c'est vraiment important, parce que si on les a mis, c'est vraiment pour que le passage soit simplifié. Si on doit le fermer ou s'il doit s'écrouler, n'attendons pas la catastrophe. Avant l'enrobé, je dirais... Sachant qu'en 2018, on avait quand même vu l'effondrement du mur du viaduc de Gennevilliers, qui avait été quand même très impressionnant sur la 15 et qui avait été menaçant. Tout à fait. Donc voilà, l'enrobé, s'il y a des arbitrages à faire, plutôt les ponts et les tunnels avant l'enrobé. Voilà. Quelles sont les recommandations aujourd'hui qui sont formulées par la Cour des comptes ? Elles sont très nombreuses. Pour avoir parcouru le rapport et ses 64 pages, elles sont extrêmement... C'est extrêmement dense, mais c'est une réorganisation avec surtout une simplification des audits, notamment. Hein, vous en parliez tout à l'heure, avec un outil informatique beaucoup plus efficace. Est-ce qu'on peut compter sur l'intelligence artificielle pour nous aider à mieux évaluer Je pense qu'on peut compter sur l'intelligence artificielle pour beaucoup de choses. Et dans le temps, je pense qu'effectivement, ça sera une arme redoutable. Mais il faut surtout simplifier ce millefeuille administratif. C'est toujours la même chose. Commencer. On a l'impression qu'il faut 26 signatures avant de prendre une décision en France. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Ce qu'on vit pour plein de choses, on l'a. Est-ce qu'il existe des procédures en cas d'urgence, comme dans cette situation ? Est-ce que, justement, on peut sauter ce millefeuille administratif parce que l'urgence de la situation le requiert ? Regardez, le président de la République l'a fait pour restaurer Notre-Dame de Paris. Donc, quand on veut, on peut. Donc c'est possible. Voilà. Donc il faudrait. Donc vous comparez Notre-Dame de Paris. Non, mais je dis que quand il y a une urgence absolue, effectivement, mais il a raison. Le jour où vous avez un tunnel ou un pont qui va s'écrouler, là il y aura une urgence. Et qu'il y aura 50, 60, 100 morts. Comment on va réagir ? On va dire on a attendu quoi ? Comment ? Il y aura des responsables, etc. Ils auront les meilleures excuses du monde. Mais vous vous rendez compte ? Moi, je ne veux pas vivre dans cette société-là, en tout cas, sachant qu'on sait. Oui, on sait parce que les constructions des années 70 dans le béton précontraint, c'est-à-dire avec du métal qui est entouré de béton, on sait qu'il vieillit, on sait que dès qu'il y a une infiltration, il peut rouiller. Le climat, le climat, les fortes chaleurs, regardez aujourd'hui, tout ça, ce sont des matériaux qui ne sont peut-être plus adaptés à la situation climatique d'aujourd'hui. Donc plutôt que de réagir dans l'urgence, alors c'est facile à dire, il n'y a qu'un faucon, mais tant qu'à faire, organisons-nous. Il faudra peut-être le prendre tout de suite, petit à petit, commencer par les zones les plus à risque, les plus anciennes, et puis avancer petit à petit. C'est ce que vous dites dans les priorités, rénover d'abord les ouvrages sensibles de la région, comme les tunnels, vous l'avez rappelé tout à l'heure, coordonner les travaux pour évidemment essayer d'optimiser un petit peu ces travaux qui coûtent très cher, on le rappelle, prévoir des entretiens plus réguliers, c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure avec cet audit qui doit être plus serein. Et on parlait aussi, dans ce rapport de la Cour des comptes, de la gestion de l'assainissement, du nettoyage, du bruit ou encore de la pollution atmosphérique. Quitte à tout repenser, autant intégrer aussi ces dimensions dans la réflexion, où vous pensez que c'est accessoire ?
Non, non, mais c'est vrai. Alors, si on parle de l'enrobé, vous avez des enrobés qui laissent passer l'eau, donc ça évite les inondations. Oui. Il y en a qui luttent très efficacement contre le bruit. Il y a le tiers du périphérique qui est équipé avec déjà d'un enrobé anti-bruit. Donc, alors ça coûte cher, ça coûte plus cher. Il y a des solutions. Ça coûte très cher même. Ça coûte très très cher même. Voilà, pas seulement plus cher, mais très cher effectivement. Mais tout coûte cher dès que c'est un petit peu technique. Forcément, il y a une couche d'innovation qui est importante dedans. Peut-être que les Franciliens ne seraient pas contre une contribution modeste mais exceptionnelle. Sous quelle forme ? D'une contribution financière. Aujourd'hui, en fait, celui qui veut circuler sereinement, sans embouteillage et sur un réseau propre, il prend les autoroutes privatisées. Le duplex de la 86, la 14, et il sait qu'il va mieux rouler qu'ailleurs. Voilà. Donc peut-être exceptionnellement, parce qu'on a tous besoin de ce réseau. Quand vous dites qu'il y a un tiers des Franciliens qui l'utilisent quotidiennement, c'est indispensable. Et on a vu, pardon de l'expression triviale, le bordel que c'était lorsque la 13 a été fermée pendant plusieurs semaines. C'était cauchemardesque. Et puis on sait que c'est aussi une question d'attractivité, puisqu'on parle des Parisiens, des Franciliens, bien évidemment, mais c'est aussi une manière de rejoindre la région capitale et donc de pouvoir... faire de l'Île-de-France le hub qu'est la région. Oui, quand on peut y rentrer et se garer en voiture, oui, effectivement. Je vous attendais bien là-dessus. C'est pas mal. Pour rassurer ceux qui nous écoutent, peut-être un petit mot informatif aussi sur justement les risques qu'on prend, les risques qu'on ne prend pas. Si on est inquiet sur une situation, sur une route, par exemple nationale, on sait qu'elle est mal entretenue. Est-ce qu'on choisit des itinéraires bis ? Déjà, on roule moins vite. On adapte sa vitesse. D'accord. On reste extrêmement concentré, évidemment. On essaye d'utiliser les applications qui vous informent, que ce soit la présence d'un objet, la présence d'un nid de poule, une déformation, enfin tout ça aujourd'hui est très très bien organisé sur on les... peut s'équiper d'une caméra, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Oui, je pense qu'on doit... Même en vélo, hein. Vous parlez des cyclistes, vous maintenant. Mais on n'est pas contre du tout à Mobilité Club France. Mais il y a beaucoup de vidéos d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Vous avez raison. Les cyclistes sont de plus en plus équipés, eux aussi. Oui, mais tout à fait. Mais donc, c'est malheureux, ça va pas dans le bon sens dans la société d'être obligé de filmer. Donc il faut s'auto-responsabiliser aussi. Mais les cyclistes comme les deux roues motorisés sont ceux qui payent le plus lourd tribut. Bien sûr. Parce que quand vous passez dans un nid de poule, vous allez éclater votre pneu, vous allez défoncer votre jante. C'est pas drôle, mais encore une fois, ça reste purement matériel. Lorsque vous êtes cycliste ou motard et que vous êtes déséquilibré et que vous vous fracassez sur la chaussée à cause d'un nid de poule, les conséquences sont démultipliées. Et il y a aussi les ralentisseurs, hein, qui sont quasiment tous illégaux, mais que finalement on laisse en état. Alors juste un point, c'est un Dodane ? Oui, un Dodane ralentisseur. Alors mais Yves, il sera d'accord avec moi là-dessus, pour ça on a de l'argent. Hein. Pour mettre des ralentisseurs. Ah oui, ça pour ça on a de l'argent. Il n'y a pas de problème. Pour mettre 4500 ralentisseurs en France, on a de l'argent. Alors ne me dites pas qu'il n'y en a pas un peu pour le reste. Et ils ne sont pas tous légaux, loin de là. C'est-à-dire, il y a une hauteur autorisée ? Et ils ne sont pas du tout dans la norme, mais ça coûterait trop cher de les refaire. Donc on se dit, bon, finalement... Puis on voit qu'on a besoin d'argent pour entretenir le réseau routier. Inconvénient, on va les laisser comme ça. Donc, et là aussi, c'est un facteur de risque. Évidemment. Alors, surtout en deux roues, en voiture, on peut juste casser la voiture et ça fait du bruit. Et pour les riverains, c'est pas terrible. Alors, c'est utile, hein, il faut faire ralentir les gens dans certaines circonstances, mais qu'ils soient au moins légaux. Qu'ils soient aux normes. Qu'ils soient aux normes, minimum. On se quitte sur ces mots, messieurs. Merci beaucoup d'être venus en plateau nous parler de l'état du réseau routier en Ile-de-France, qui est très alarmant. On rappelle ce rapport de la Cour des comptes et ses préconisations. Un grand merci à tous les deux. On passe tout de suite à l'entretien culture. Nous faire voyager dans l'art du sacré avec la magie d'Angkor et ses trésors. Une invitation à la découverte des bronzes royaux d'Angkor qui nous permet de questionner la sacralité et l'art du divin dans la capitale du royaume khmer, hégémonique en Asie du Sud-Est, pendant plus de 6 siècles. On va en parler évidemment avec vous, Pierre-Baptiste. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Vous êtes conservateur en chef au musée Guimet, directeur des collections. Également, on est ravis de vous avoir avec nous. Invitation en voyage exceptionnelle. Le musée Guimet nous emmène dans la capitale du royaume khmer, dans la mythique Angkor. Est-ce qu'on peut parler peut-être déjà d'Angkor et de l'imaginaire aussi qui entoure cet endroit absolument incroyable? C'est vrai que c'est un lieu qui fascine parce que c'est vraiment des dizaines, même des centaines de monuments entre le 8e, le 9e siècle et le 14e, 15e siècle à peu près, tous dans un état extraordinaire, qui sont dans une forêt luxuriante, absolument magnifique. C'est un environnement absolument incroyable, on se croirait dans un rêve, ça a quelque chose d'assez mystique aussi. Comment est-ce qu'on explique l'excellent degré de conservation de ces sites ? Il se trouve que c'est vrai que c'est un vrai modèle au monde en termes de restauration et de préservation du patrimoine,
parce que le site est préservé, en fait, sous l'égide de l'UNESCO, par le Cambodge, par une institution qui s'appelle l'autorité Apsara, et qui gère absolument tout, qui veille à ce qu'il n'y ait aucune construction interdite, etc., et qui entretient ce patrimoine avec un soin absolument inouï. Et justement, la manière dont ce patrimoine est entretenu nous permet de plonger dans cette histoire de manière peut-être encore plus intéressante que si ces sites avaient été mal entretenus, détruits pour certains. Ce qui est formidable là encore, c'est qu'on touche du doigt ce qu'a été finalement cette capitale du royaume Khmer. C'est vrai, aujourd'hui on connaît de mieux en mieux en fait ce qu'elle a été, parce que ce qu'on en voit, ces grands temples de pierre, de briques, c'est un peu le squelette d'un personnage qui aurait disparu aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut se figurer encore à partir de ce squelette qui est déjà magnifique? Il y a plusieurs moyens. Il y a les archives, il y a les écrivains, il y a les historiens. Il y a un Chinois par exemple qui raconte ce qu'il a vu au XIVe siècle. Bon, et qu'est-ce qu'il en dit? Il raconte cette capitale qu'il décrit avec force détail, etc. Et puis il y a d'autres moyens plus récents. Il y a le lidar par exemple, qui est une manière de scanner la forêt pour voir ce qu'il y a en dessous, en fait, ce qu'il y a au niveau du sol, et essayer de retrouver le parcellaire, l'emplacement des maisons, parce que toute l'architecture a disparu. Le reste, ce qui n'était pas les temples, c'était une architecture de bois essentiellement, sur pilotis, donc ça laisse très très peu de traces. Mais le lidar, ce scanner nous extraordinaire, permet de retrouver ça. Et des vestiges qui sont monumentaux. J'utilise le terme de monumental pour deux raisons. Déjà parce qu'il y a un volume absolument impressionnant de collections et de trésors, et puis aussi par leur qualité et leur beauté, leur excellent degré de conservation également. Parmi tous les trésors retrouvés, une collection unique de bronzes royaux. Le bronze qui entretenait un lien particulier avec la royauté, le souverain maître, et les artisans à son service. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ? Le bronze, c'est une matière qui n'existe pas vraiment dans la nature, ou en tout cas peut-être dans certains endroits très exceptionnellement, mais en tout cas ça n'était pas le cas en Asie, et notamment en Asie du Sud-Est. Le bronze, c'est un alliage de deux métaux, essentiellement le cuivre majoritairement, et puis l'étain. Donc déjà, pour le produire, il faut le fondre dans un creuset. Donc c'est une matière qui a toujours eu une aura un peu magique. Elle demande du travail. Elle demande du travail, on n'est pas très loin de l'alchimie, quelque part. Et donc pendant très longtemps, c'est une matière qui va être privilégiée pour les œuvres sacrées. Et justement, vous débutez cette exposition avec les sources du cuivre pour qu'on comprenne comment ces communautés agricoles ont commencé à extraire du minerai de cuivre. On peut parler d'âge du bronze, puis d'âge du fer. Et c'est là qu'on comprend finalement comment on est arrivé à la construction de ces bronzes. C'est vrai. Et pendant longtemps, on se demandait même où se trouvaient les sources d'approvisionnement. Parce qu'on a cru pendant longtemps qu'il n'y avait pas de cuivre au Cambodge. Et c'est tout récemment, juste pendant la période du Covid, que des archéologues ont pu mettre au jour une mine à ciel ouvert extraordinaire, qui est la plus grande qu'on ait jamais retrouvée en Asie du Sud-Est, une fosse qui fait 200 mètres de long, 30 mètres de profondeur. Qu'est-ce qu'on pensait avant ? On pensait que le cuivre provenait essentiellement du sud du Laos d'aujourd'hui. D'accord, donc était acheminé finalement au Cambodge. Et donc il y avait probablement des sources d'approvisionnement dans ces endroits-là, mais il y en avait vraiment au Cambodge, un peu plus près d'Angkor. Et on a non seulement trouvé cette mine à ciel ouvert, mais aussi les lieux de transformation du minerai brut en lingots pour pouvoir l'envoyer ensuite dans la capitale à Angkor. Et ça nous permet de parler évidemment du lien très ténu avec le bouddhisme, l'hindouisme. Qu'est-ce que représentaient ces premiers bronzes? Quel était leur usage? Et puis derrière, cette esthétique va évidemment avec les symboles du bouddhisme et de l'hindouisme. Bien sûr, parce qu'à partir des premiers siècles de notre ère, le Cambodge, comme tous ces pays de l'Asie du Sud-Est, entre en lien avec la culture, la civilisation indienne. Des marchands voyagent, font du commerce, dans leur bagage ils ont l'écriture, ils ont des éléments de civilisation. L'hindouisme et le bouddhisme sont adoptés par les élites locales. Et avec ces religions, il y a tout l'ensemble en fait, la statuaire, les manières aussi de les produire, donc notamment la fonte à la cire perdue, qui est une technique particulière, va être là aussi il y a quelque chose d'assez mystique. Oui. La fonte à la cire perdue, il y a quelque chose d'assez magique dedans. C'est vrai, c'est très très abstrait pour beaucoup de monde, et c'est pour ça d'ailleurs que dans notre exposition, dans l'introduction, on montre différentes statuettes qu'on a fait réaliser par un fondeur cambodgien, aujourd'hui, là, tout récemment, à Siem Reap, qui travaille notamment pour le Palais Royal,
royale, pour le gouvernement du Cambodge, qui font des statues extraordinaires, de grandes images en bronze, toujours selon cette même technique de la fonte à la cire. Et qui s'inscrit dans cette tradition de fondre pour le roi, ce que vous expliquez dans l'exposition, et qui montre ce travail des artisans qui étaient fondeurs justement pour le royaume. Est-ce qu'on peut parler de cet endroit incroyable, la colline de Shiva, qui est un lieu saint majeur du Cambodge ancien, unique par sa position extrêmement escarpée, et puis par la dévotion à la divinité qui était vénérée. On y a retrouvé des constructions incroyables, des inscriptions très nombreuses, des donations aussi, et c'était au moins jusqu'au XIIIe siècle, donc ça dit l'ampleur de cette vénération et de ce que représente ce lieu. C'est un temple qui est finalement conçu comme un sanctuaire bouddhiste. Alors à l'origine, il est vraiment hindou, il est essentiellement hindou. C'est aujourd'hui qu'il a été repris par le bouddhisme dans un contexte plus récent. Mais c'est vraiment un sanctuaire hindou, shivaïte, vous l'avez dit, en effet, donc c'est la montagne de Shiva. Parce que Shiva, sur Terre, il est censé vivre dans l'Himalaya. Alors souvent, les montagnes, même les collines parfois, sont utilisées pour sa résidence. Et c'est un temple assez extraordinaire du sud du Cambodge, le Phnom Bayang, où effectivement dans les années 30, l'école française d'Extrême-Orient a fait des découvertes archéologiques très importantes, et notamment a retrouvé une cache dans laquelle il y avait des bronzes de toute période, des pieds d'un Shiva qui était sans doute une grande statue magnifique, si on en juge par la beauté des pieds qui restent. On s'imagine ce que pouvait être ce reste. Exactement, on peut rêver, et on aide même d'ailleurs les visiteurs à rêver, parce qu'on a de très très belles images en 3 dimensions qui donnent un peu une idée de ce que pouvait être cette statue à l'origine. C'est ça qui est génial avec les progrès de la technologie grâce à l'innovation, c'est qu'on peut donner à voir au public finalement une idée de ces trésors, pour certains disparus, pour d'autres redécouverts. Vous évoquez aussi les commanditaires de ces bronzes, souvent le roi, on l'a dit, de dignitaires évidemment. Idem pour les bénéficiaires de ces sculptures, souvent des temples, en tout cas souvent consacrés pour des temples et des lieux consacrés au culte. On en sait beaucoup moins des artisans, et pourtant ils sont au cœur du processus. Bien sûr. Alors ça, c'est ce qui est très frustrant. Et plus généralement, même dans les arts du monde indien, de l'Asie du Sud-Est, pour la plupart du temps, les œuvres sont anonymes, en fait. On n'a pas les noms de ces grands maîtres, que ce soit les architectes ou là, les bronziers, les fondeurs, mais on commence un peu à mieux les connaître à travers l'archéologie. Notamment, on commence à retrouver leurs outils, leurs lieux de travail. Génial. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, notamment, juste à côté du Palais Royal, il y avait des ouvriers, des artisans, des artistes qui travaillaient pour le roi. À la Fonderie Royale, donc. À la Fonderie Royale, sur laquelle... Donc c'était une institution, finalement. C'était vraiment une institution, tout à fait. Ça devait être quelque chose de très important, parce qu'on est juste de l'autre côté du mur d'enceinte même du Palais Royal. Et ça, ce sont des fouilles archéologiques conduites par Brice Vincent, notre collègue de l'École française d'Extrême-Orient, qui a fait cette exposition avec nous, avec le laboratoire, le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Vous dites qu'on a retrouvé un certain nombre d'outils. Oui. Est-ce qu'il y a des techniques, peut-être plus surprenantes que d'autres, certaines qui ont disparu, d'autres qu'on a décidé de continuer à utiliser, qu'on utilise toujours aujourd'hui? La plupart des techniques, on continue à les utiliser aujourd'hui. C'est incroyable. Effectivement, alors les outils sont un peu modernisés. Souvent, à l'époque, les outils, c'est de la récupération. Ça peut être un caillou qui va être un peu transformé, modifié. Mais parmi les éléments dont on a besoin et qui sont beaucoup plus difficiles à trouver, il y a le mercure, par exemple. Parce que quand on veut dorer un bronze, et la plupart des bronzes à l'origine étaient dorés, ça se fait au mercure. On va utiliser du mercure. Et il fallait en trouver parfois de grandes quantités, ce qui était assez complexe. Parce qu'en fait, on utilise de l'amalgame d'or dans le mercure qu'on va peindre un peu comme une dorure peinte d'une certaine manière sur le bronze, qu'on chauffe ensuite, et puis le mercure s'évapore et l'or s'applique sur le bronze. Ah, c'est le mercure qui aide à figer l'or sur le bronze. Absolument. Génial. On parle d'art du divin depuis le début de cette discussion, et c'est le propos de cette exposition. Il est évident que bon nombre de ces bronzes servaient principalement à honorer les dieux, les divinités. Ils ont un caractère précieux, pas uniquement de par l'esthétisme et de par les matériaux, mais de par ce qu'ils signifient. Ça a donné lieu à de nombreux pillages, à des refontes aussi. C'est vrai. On s'imagine derrière ce que ça impliquait. Qu'est-ce qu'on appelle les images métalliques ? Les images métalliques, c'est vraiment les statues des dieux, en fait. Parce que, pourquoi on appelle ça images métalliques ? Parce que ce sont des supports de méditation. C'est-à-dire que ces statues, elles servent à l'officiant et à celui qui vient prier de se mettre en communion avec le Dieu. Donc un peu comme une image, d'une certaine manière. Donc c'est pour ça qu'on parle d'image divine, très souvent dans le monde indien. Et pour beaucoup, elles ont été... Qu'il s'agisse de statues ou de peintures, par exemple. Et pour beaucoup, elles ont été pillées. Absolument. Parce que ce qui se passe, c'est que ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que dès qu'un temple était abandonné, ou dès qu'il était pris par un rival, etc., on arrachait les statues, et en général, on les refondait.
Pourquoi? Parce que le matériau lui-même est chargé de sainteté quelque part. Et donc, on savait qu'en refondant une autre image divine, une autre statue de divinité, même si c'était pas de la même religion, par exemple, ça peut être une statue bouddhique. Ça ne perdait pas son caractère sacré. Exactement. Et elle était chargée de toute la dévotion qu'on avait eue dans les siècles précédents. Et donc ça, c'est merveilleux, et en même temps, c'est le malheur de ces bronzes. Parce que c'est pour ça qu'on en a davantage de la fin du XIIe et du XIIIe siècle, puisque qui est la dernière oui. période d'apogée d'Angkor, plutôt que du 7e siècle ou du 8e siècle. C'est aussi l'occasion de dire un mot des symboles et des significations, avec par exemple l'association de la figure de Bouddha et de Naga, le serpent, icône prédominante du bouddhisme khmer, avec des centaines de reproductions qui sont connues. Il y a des thèmes qui reviennent. Tout à fait. Il y a des grands thèmes qui reviennent, et notamment à certaines périodes. Le Bouddha sur le Naga, le Bouddha protégé par le Naga, ou le Bouddha trônant sur le Naga, c'est-à-dire un serpent, une espèce de cobra extraordinaire, hein, qui fait plusieurs anneaux de son corps pour soulever le Bouddha, pour le protéger d'une inondation, en fait, hein, dans une histoire qu'on connaît très bien dans le monde bouddhique, au moment où le Bouddha parvenait à son illumination et qu'il était tellement absorbé dans sa méditation qu'il aurait failli mourir noyé. Et ce cobra, bah, il a 7 têtes, et de ces 7 têtes, il fait un capuchon extraordinaire qui pour protège protéger le Bouddha. Et avec le temps, au Cambodge, où le rythme des inondations est très important, à chaque année, le grand lac central déborde, et c'est une source de richesse, en fait, hein, pour la civilisation d'Angkor. C'est une iconographie qui va avoir un impact extraordinaire. Et du coup, ça va devenir beaucoup plus qu'un seul épisode du Bouddha historique. Oui, il y a vraiment un héritage derrière qui va être perpétré et qui va continuer d'être représenté. Les bronzes, évidemment, et puis derrière, ces rituels qu'on devine derrière. Je trouve que c'est aussi la magie d'une exposition comme celle-ci, c'est que derrière ces objets, on s'imagine l'ensemble des rituels et donc la vie des temples. Tout à fait, parce que c'est vrai que quand on visite ces monuments magnifiques, hein, surchargés de sculptures, dans ce paysage de rêve, etc., quand on arrive à l'intérieur de la cella du temple, c'est-à-dire la pièce principale dans laquelle se trouvait la divinité, souvent c'est vide. Ou bien il peut y avoir des petites sculptures un peu abîmées, etc. Et là, grâce aux objets que l'on montre dans l'exposition, on peut avoir une idée de ce qui se passait dans les temples. Hein, on encensait les statues, c'est-à-dire qu'on leur apportait du parfum, qu'on faisait brûler. J'adore la lampe encensoir que vous présentez, elle est absolument magnifique. Ah, c'est vrai? Oui, elle est absolument magnifique. Elle a un côté. Elle est extrêmement travaillée, oui, tout à fait. C'est ça, c'est une très mystique là aussi. C'est ça. Tout à fait, et c'est très très important d'encenser les dieux. Hein. Parmi les offrandes, on leur donnait de la nourriture, donc on a des bols, on a des plats, etc. C'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs? Oui, c'est toujours le cas, absolument, même pour des images bouddhiques. On les éclairait, donc on a de très belles lampes, et puis on les parfumait, donc on a des brûle-parfums, des encens. Et ça, on peut se rendre compte grâce à ces objets qui sont présentés. Que dire de la période post-angkorienne? En fait, elle ne signifie pas l'arrêt total des productions artistiques du Cambodge. C'est une évolution finalement, à l'heure du commerce qui se développe. Absolument. Le Cambodge, il passe un petit peu à côté de la mondialisation et il va être sous le joug un peu de ses voisins thaïs, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des créations artistiques encore tout à fait étonnantes, même si c'est vrai que à la fin du 19e siècle, le pays était quand même dans une véritable régression économique, en fait. Ça, c'est certain. Donc on sent finalement cette évolution, mais on découvre quand même énormément de choses dans cette période post-angkorienne qui continue de bénéficier de cet héritage formidable dont vous nous avez parlé. Et on vous invite évidemment à aller découvrir cette exposition et ces bronzes magnifiques au musée Guimet. Un grand merci Pierre-Baptiste d'être venu nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. À très bientôt. Merci, au revoir. On passe tout de suite à l'histoire. Merci beaucoup monsieur, à bientôt. Figaro Histoire nous raconte la mort d'Henri II et le destin tragique de son meurtrier, le comte de Montgomery, et on en parle évidemment avec Geoffroy Caillet. Bonsoir mon cher Geoffroy. Bonsoir Victoire. Alors vous nous emmenez il y a 466 ans, jour pour jour, le roi Henri II était mortellement blessé lors d'un tournoi rue Saint-Antoine à Paris par le comte Gabriel de Montgomery. Pris dans les guerres de religion, celui-ci connaîtra lui-même un sort terrible quelques années plus tard. Qui est le roi Henri II ? Et où se trouve-t-il justement ce 30 juin 1559 ? On va commencer par là. Alors, Henri II, c'est le fils de François Ier. Il règne depuis la mort de son père en 1547. Il est marié à Catherine de Médicis, une Florentine. Et ils auront 3 fils qui régneront tous les 3 assez brièvement. François II, Charles IX et Henri III. Le 30 juin 1559, c'est un jour de fête parce que le roi célèbre un double mariage. Celui de sa sœur Marguerite de France avec le duc de Savoie et celui de sa fille Élisabeth avec Philippe II, roi d'Espagne. Et qu'organise-t-on à l'époque pour célébrer ce genre de réjouissance ? Une fête déjà, j'espère. Oui,
Et un tournoi. Et un tournoi, exactement. Le tournoi, c'est un héritage du Moyen-Âge et c'est un événement évidemment spectaculaire pour le public, hein, on le voit à l'écran, parce que ça permet aux rois et aux seigneurs de la cour de montrer leur adresse au maniement de la lance à cheval. Donc le tournoi du 30 juin 1459 a lieu à Paris, rue Saint-Antoine, à la hauteur de l'actuel hôtel de Sully, qui n'existe pas à l'époque, mais c'est à cet endroit-là. La rue Saint-Antoine, c'est l'une des rues les plus anciennes de Paris et c'est aussi l'une des plus larges, ce qui tombe très bien parce qu'on a besoin d'espace évidemment pour pratiquer un tournoi. Et donc la famille royale se prête au jeu, c'est-à-dire participe effectivement à ce tournoi. Exactement, la cour assiste à l'événement et le roi lui-même, qui est un des meilleurs cavaliers du royaume, participe au tournoi. Incroyable. C'est une façon de faire admirer son adresse, sa valeur. Il a à peine 40 ans. Il vient de sortir victorieux justement des 2 premières joutes devant la cour de ce tournoi. Est-ce qu'on le laissait un peu gagner ? Écoutez, non. Et la preuve que non, c'est que vous allez voir le résultat. Moi, j'aurais été terrifiée d'essayer d'essayer de vaincre le roi. Je me serais dit qu'il aurait pu le prendre mal, et donc j'aurais tout fait pour me mettre dans les faveurs du roi. Vous avez raison, parce que vous allez voir que l'adversaire qui a été le sien, finalement, n'aura pas eu beaucoup de chance en acceptant justement de combattre contre le roi. Parce que le roi, justement, pour la 3e joute, voulant ébahir l'assistance, la cour, les dames, la reine, demande au capitaine de sa garde écossaise, qui est un jeune homme de 29 ans qui s'appelle Gabriel de Montgomery de Lorge, de se mesurer à lui. Et alors Montgomery hésite un peu parce que le roi a déjà concouru, donc il est déjà un petit peu fatigué, mais le roi finit par lui donner l'ordre de combattre. Et alors le roi et son capitaine se lancent dans la joute, et vous savez qu'une joute et la lice dans laquelle se passe le tournoi est séparée au milieu par une palissade. Les 2 concurrents s'élancent chacun d'un côté de la lice, et alors au moment où ils arrivent contre l'autre, le choc est tel que leur lance se brise et que, poussé par son cheval, le tronçon de lance de Montgomery rentre dans l'œil du roi, qui a eu la mauvaise idée de garder sa visière relevée. Évidemment, il y a un concours de circonstances quand même qui est particulièrement terrible. Qui fait que le roi est très gravement blessé. Est-ce qu'il meurt sur le coup, Henri II ? Non, il ne meurt pas sur le coup. Il est transporté immédiatement à l'hôtel des Tournelles, qui est un hôtel du roi, qui est sur l'actuelle place des Vosges. La place n'existait pas, mais c'est à cet emplacement. C'est tout près, évidemment, de la rue Saint-Antoine. Et il agonise pendant 10 jours parce qu'aucun de ses médecins, et même pas le chirurgien Ambroise Paré, ne parvient à soulager cet abcès qui s'est formé dans son cerveau à cause de l'écrasement de la matière cervicale sous le coup de la lance. Et donc, le roi finit par mourir dans des souffrances absolument terribles. Il meurt en pardonnant à Montgomery. Ah, quand même. Oui, il lui pardonne, donc ça c'est très officiel. Il lui dit « Vous n'avez besoin de pardon, ayant obéi à votre roi et fait acte de bon chevalier et vaillant homme d'armes. » Il y a quand même un élément qui est troublant dans la mort d'un roi. Oui, en fait, il y en a 2. Déjà, il monte un cheval qui s'appelle Malheureux. Ça commençait pas super bien, c'est clair. Et le deuxième, c'est l'astrologue Nostradamus qui, quelques années avant, avait écrit un quatrain qu'on voit à l'écran. « Le lion jeune, le vieux surmontera, en chant bellique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, 2 classes une, puis mourir, mort cruelle. » Regardez, j'ai les frissons. Effectivement, oui, ça fonctionne toujours. Alors, effectivement, c'est assez troublant, mais en réalité, c'est probablement une coïncidence parce que Nostradamus était vivant à l'époque et jamais il n'a fait remarquer qu'il avait écrit un quatrain qui correspondait à la mort du roi. Donc, c'est une coïncidence, si vous voulez. C'est quand même incroyable comme histoire. C'est un quatrain un peu ésotérique, mais qui ne se rapporte pas officiellement à la mort du roi. Qu'est-ce que va devenir ce cher Montgomery ? Alors le pauvre comte, en fait, n'a pas attendu le pardon royal pour prendre la poudre d'escampette, parce qu'il sait que même si c'est un régicide involontaire, ça reste un régicide. Ça reste un régicide, et donc il part d'abord à Venise, et ensuite il revient en France sur ses terres de Normandie. Pour toute l'Europe, il devient celui qui tua ajusté le roi Henri, celui qui tua Anjoute. Donc il est étiqueté, c'est très clair. Il est étiqueté. Et dès l'avènement du nouveau roi François II, donc c'est le fils d'Henri II, Montgomery est banni de la cour et cassé de son grade de capitaine de la garde écossaise. Donc finalement, ça devient quand même assez officiel, le fait qu'il soit banni. Oui, il est banni, et là, il aurait pu rester sur ses terres de Normandie en se contentant de ce bannissement, même s'il n'était plus rien à la cour. Mais par une ironie absolument incroyable du destin, Montgomery va se trouver pris dans la grande affaire du règne de François II, puis Charles IX, puis Henri III. Et donc dans les guerres de religion. Les guerres de religion. Et il se convertit au protestantisme parce qu'il est choqué par le massacre des protestants à Vassy, en
Champagne par le duc de Guise, et il devient, dès la première guerre de religion, l'un des plus acharnés protestants. Il prend la ville de Bourges, et puis ensuite, à la tête des protestants qui se sont emparés de la ville de Rouen, qui est assiégée par l'armée royale, il repousse plusieurs assauts, il parvient à s'enfuir in extremis dans une barque, et il s'allie à l'amiral de Coligny, qui est l'autre grand protestant. Mais devient donc finalement un chef protestant. Il devient un très grand chef protestant, et même l'un des plus terribles, parce que lors de la Troisième guerre de religion, il accepte de se mettre au service d'une protestante très ardente, très connue, qui est Jeanne d'Albret, la reine de Navarre, la mère du futur Henri IV. Et elle fait de lui son lieutenant général. Dans sa région, en 3 semaines, Montgomery reconquiert le Béarn, il fait exécuter systématiquement tous les prisonniers catholiques qu'il prend, il ravage Tarbes, il prend Mont-de-Marsan, il commet en Gascogne des excès absolument énormes qui frappent de terreur la population. Là où il a de la chance momentanément, c'est que lors du massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572, il est à Paris, mais sur l'autre rive de la Seine, de là où est Coligny, c'est-à-dire du côté du Louvre. Extrêmement particulier, cet homme. Extrêmement particulier. Moyennant quoi, il doit quand même évidemment fuir la capitale. Il part à cheval avec ses hommes pourchassés par le duc de Guise. 200 cavaliers 200 cavaliers, et il se réfugie... J'aurais pas fait long feu, Geoffroy, je vous le dis. Écoutez, il se réfugie sur l'île de Jersey avec sa famille, mais Charles IX, qui vient de succéder à son frère François II, met sa tête à prix, et il est absolument furieux de le savoir vivant et en liberté. Donc ils veulent le retrouver à tout prix ? Ils veulent le retrouver. La reine Catherine de Médicis, veuve d'Henri II, demande à la reine Elisabeth de le faire expulser d'Angleterre, mais vous savez que la réforme existe en Angleterre depuis déjà une quarantaine d'années, et qu'évidemment, la reine Elisabeth II est la championne des protestants. Et le destin va finir finalement par le rattraper. Oui, parce que Catherine de Médicis finit par obtenir satisfaction à la faveur des circonstances. Que se passe-t-il ? Montgomery, qui continue à mener le combat pour les protestants en France, débarque avec une armée de 5000 hommes à Saint-Val-la-Hougue, dans la Manche, pour reprendre le Cotentin, et se met à assiéger la ville de Domfront. Mais rapidement, c'est lui qui se retrouve assiégé et pris à Domfront le 9 mai 1574. On est 15 ans après la mort d'Henri II, 15 ans après ce maudit duel. Le 9 mai, il est pris dans Domfront. Le 27 mai, il se rend au maréchal de Matignon, qui lui promet de le traiter comme un prisonnier de guerre, puisqu'après tout, il est chef de guerre. Hélas pour lui, 3 jours plus tard, Charles IX meurt, vous allez voir, et Catherine de Médicis, oui, obtient enfin ce qu'elle veut, c'est-à-dire sa vengeance, c'est-à-dire qu'elle est régente du royaume, donc elle a les pouvoirs, et elle a le pouvoir de le déférer à Paris, et elle le fait traduire en jugement, un jugement assez expéditif. Alors pourquoi est-ce qu'il est jugé ? Alors, il est jugé pour crime de lèse-majesté, donc on biaise un petit peu, puisque le roi lui a quand même accordé son pardon. Donc il n'est pas jugé pour régicide à proprement parler. Pas à proprement parler, on tire sourdement parti du fait qu'il a été un chef protestant, donc ennemi du royaume, mais officiellement, le motif de sa condamnation, c'est lèse-majesté. Et donc, ce procès se déroule très rapidement. Il est emprisonné à la conciergerie. On l'en tire très vite dès que son jugement est prononcé. Et là, il est décapité en place de Grève le 26 juin 1574, exactement comme Ravaillac, quelques années plus tard, au moment de la mort, de l'assassinat, pour le coup volontaire, d'Henri IV. Rassurez-moi, c'est moins terrible sur le procédé. Alors, c'est moins terrible, puisqu'il est décapité, étant noble, il a le privilège, entre guillemets, de la décapitation. Oui. Et là, parce que je me souviens de ce que vous m'aviez raconté pour Ravaillac, ça remuait. Exactement, je pense que les téléspectateurs n'en avaient pas dormi, ça avait effectivement remué. Et alors, quelque chose de terrible, on sait que Catherine de Médicis a assisté au spectacle depuis une fenêtre de l'hôtel de ville, puisque la place de Grève, c'est la place de l'hôtel de ville. Et donc, elle a eu sa vengeance finalement ce jour-là, sous couvert de punir un traître protestant. Sur l'échafaud, Montgomery est informé qu'un édit royal confisque ses biens et prive ses enfants de leur noblesse et de leur titre. Et sa dernière parole, qu'il dit à ses bourreaux pour la transmettre à ses enfants, c'est « Dites à mes enfants que s'ils ne peuvent reprendre ce qui a été pris, je les maudis de ma tombe ». Donc vous voyez que jusqu'au bout, il est resté un fier gentilhomme qui s'est acharné contre les catholiques en tant que chef protestant, mais qui, si vous voulez, n'admet pas d'avoir été condamné pour un crime qu'il n'a pas commis, en l'occurrence la mort d'Henri II, 15 ans plus tôt, à la défaveur d'un malheureux tournoi. C'est une histoire incroyable, c'est un destin personnel incroyable, et puis vous l'avez dit, qui se mélange au remous de l'histoire de France, évidemment, mais c'est une histoire incroyable. On est presque 15 ans jour pour jour, 30 juin pour la mort d'Henri II, et 25 mai pour la mort de Montgomery. Et donc la vengeance obtenue
pour Catherine de Médicis. Un grand merci Geoffroy Caillé pour cette chronique histoire passionnante sur la mort d'Henri II et donc sur cette histoire du comte de Montgomery. On vous retrouve évidemment lundi prochain et moi je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le Figaro TV. Excellente soirée.